Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil super puissant, l'analyse des pratiques professionnelles. En théorie, c'est une promesse de croissance collective, une chance de s'améliorer ensemble. Mais bon, pour que ça marche vraiment, il faut un cadre, des règles du jeu claires. Alors, voyons ensemble comment on peut transformer une simple discussion en un vrai levier de développement. Et c'est la grande question, n'est-ce pas? On a tous déjà vécu ça, ces réunions où l'on sent qu'il y a un truc qui cloche. La conversation tourne en rond, n'avance pas, ou pire, elle devient carrément contre-productive. Et souvent, la raison est bien plus simple qu'on ne le pense, l'environnement n'est juste pas le bon. Alors, commençons par le début. Les pratiques à éviter à tout prix. On va identifier ce qui fait dérailler une conversation constructive. Ce sont des comportements, parfois même inconscients, qu'on pourrait appeler les véritables saboteurs du dialogue. On a ici 3 exemples parfaits de ce qui peut briser la confiance en une seconde. Le jugement, ça met tout de suite les gens sur la défensive. L'interruption, ça coupe net le fil de la pensée de la personne qui parle. Et la rupture de confidentialité, eh bien, ça détruit toute forme de sécurité. C'est simple, sans confiance, on ne peut absolument rien construire. Ah, cette petite phrase. Mais moi. Elle a l'air de rien, mais elle a un pouvoir incroyable pour faire dérailler une conversation. Dès qu'on la prononce, on vole la vedette, on détourne l'attention de la personne qui parle pour la ramener sur soi. Et voilà, l'écoute vient de disparaître, remplacée par l'égocentrisme. On pense souvent bien faire, en lançant un « Ah, mais tu aurais dû faire ça ». Sauf qu'en réalité, ça bloque la discussion dans le passé, ça ne l'aide pas à avancer. Pareil pour le manque d'empathie. Ça envoie un message très clair. Ce que tu vis ne m'intéresse pas vraiment. Le point important ici, c'est de comprendre que même les meilleures intentions du monde peuvent avoir un impact négatif si elles ne sont pas portées par une écoute sincère. La bonne nouvelle, c'est que tout ça, ce n'est pas une fatalité. Au contraire, une fois qu'on a identifié les pièges, on peut commencer à construire quelque chose de différent, un cadre beaucoup plus solide. C'est maintenant qu'on passe du problème à la solution. Deuxième partie donc, la base de tout, le fondement, c'est la confiance. Pour qu'un échange soit vraiment riche et fructueux, il faut un climat positif, un climat de coopération. Alors comment on le bâtit ce fameux climat ? Le concept absolument clé, c'est celui de la sécurité psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. C'est quand tout le monde dans le groupe est convaincu qu'on peut partager une idée, poser une question bête, ou même admettre une erreur sans jamais avoir peur d'être puni ou humilié. Sans ce filet de sécurité, aucune analyse de pratique honnête n'est possible. Et cette sécurité, elle ne sort pas de nulle part. Elle repose sur 3 piliers essentiels. Le premier, c'est d'avoir un but commun, un vrai esprit de solidarité. Le deuxième, c'est la bienveillance et le respect mutuel. Ça paraît évident, mais c'est crucial. Et enfin, le troisième, c'est la reconnaissance, que chacun sente qu'il a sa place, que sa parole compte. Très bien, on a notre climat de confiance. Mais ça ne suffit pas. Pour que ça dure, il faut des règles du jeu, des règles d'engagement très claires. On peut voir ça comme un contrat que chaque participant accepte de signer, de respecter. Cette comparaison, elle est super parlante. D'un côté, on a tout ce qui ferme la discussion. De l'autre, tout ce qui l'ouvre. On ne se contente pas de ne pas interrompre, on va écouter activement. On ne va pas juger, on va chercher à comprendre. Et au lieu de donner des conseils, on va aider l'autre à clarifier sa propre pensée. C'est un changement de posture complet. Faisons un petit zoom sur l'écoute active. Attention, ce n'est pas juste attendre son tour pour parler, pas du tout. C'est un engagement total pour essayer de saisir la perspective de l'autre, sa logique interne. Le but, c'est d'écouter pour comprendre, pas d'écouter pour répondre. Concrètement, ça donne une démarche constructive en 4 points. D'abord, l'attitude générale, de la pondération et de l'ouverture. Ensuite, l'action. On aide activement la personne qui parle à expliciter, à mettre des mots sur ce qu'elle vit. Puis, l'intention. On cherche sincèrement à comprendre sa logique, même si ce n'est pas la nôtre. Et enfin, on accueille la résonance, c'est-à-dire qu'on reconnaît comment la situation de l'autre nous parle, fait écho en nous, mais sans tomber dans le piège du « mais moi ». 4e et dernier point. Tout ça, c'est bien beau, mais qui s'assure que le cadre et les règles sont bien respectés? C'est là qu'intervient le rôle absolument essentiel de l'animateur. C'est lui ou elle le véritable architecte du dialogue. J'adore cette métaphore de l'architecte. Parce que l'animateur, ce n'est pas juste un modérateur qui distribue la parole. Non, non. C'est quelqu'un qui conçoit l'ensemble du cadre, qui pose les fondations de la sécurité et qui va ensuite guider la construction de la réflexion collective. Le travail de cet architecte se décline en 4 grandes missions. Organiser, c'est toute la logistique. Sécuriser, c'est créer et maintenir ce fameux climat de confiance. Cadrer, c'est s'assurer qu'on reste bien dans une démarche d'analyse et qu'on ne dérive pas. Et enfin, animer, c'est faire vivre la discussion, poser les bonnes questions, relancer, synthétiser. Et de ces 4 missions, celle de sécuriser est sans doute la plus fondamentale. L'animateur est le gardien du temple, en quelque sorte.
Il ou elle doit protéger cet espace de parole, rappeler les règles quand c'est nécessaire et veiller en permanence à ce que chaque personne se sente en totale sécurité pour s'exprimer librement. Et pour finir, la source nous laisse avec une question intéressante à méditer. Finalement, c'est quoi la nature exacte de ce rôle? Est-ce que c'est un guide qui montre le chemin à suivre, un accompagnateur qui marche aux côtés du groupe, ou plutôt un facilitateur qui rend les échanges plus fluides? La réponse, finalement, se trouve sans doute dans un savant mélange des trois. Et c'est justement ce qui fait toute la complexité, mais aussi toute la beauté et l'importance de cette fonction.